Alors moi je suis agrégé et docteur de l'Université d'Aix-Marseille en histoire médiévale, et comme j'ai eu un parcours assez long dans le monde arabe, en étant arabophone, j'ai fait évoluer ma spécialité de médiéviste au Moyen-Âge occidental en médiéviste islamologue. Et donc à partir de cette base, je me sers entre guillemets de l'histoire, et notamment de l'histoire longue, pour essayer d'expliquer les situations géopolitiques actuelles dans un groupe de recherche qu'on appelle le groupe Synopsis, qui dépend des écoles militaires de Saint-Cyr-Couët-Quillan. Alors le Yémen, jusqu'aux années 70-80, a été un pays finalement fermé sur lui-même. Il était à cette époque coupé entre deux parties, le Yémen du Nord et la République démocratique du Yémen, ou encore le Yémen du Sud. Yémen du Nord tournant autour de Sanaa et le Yémen du Sud autour d'Aden. Le Yémen du Nord était un État fermé sur lui-même, un État religieux, et le Yémen du Sud, après la colonisation britannique, était un État qui s'est beaucoup plus ouvert au marxisme et notamment à l'URSS. Ces deux États sont entrés en guerre pendant de nombreuses années, et en 90, après les accords de paix, ils ont fusionné. Cette fusion a lancé, avec le processus de la mondialisation, des accords commerciaux, des accords économiques, qui ont démultiplié les projets commerciaux d'installation portuaire sur toutes les côtes du Yémen, notamment du Yémen du Sud. Donc, le Yémen, depuis déjà 20 ans, profite du boom économique propre aux pays émergents, profite de la proximité saoudienne notamment du pétrole, et profite de la très grande route maritime via la mer Rouge et l'océan Indien. Donc c'est un État, un jeune État depuis qu'il est réunifié, qui avait des potentialités énormes sur le plan commercial, économique, industriel, même s'il y a peu de pétrole au Yémen. Alors c'est la question fondamentale, c'est la question la plus importante, c'est aussi la plus compliquée. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au 5e siècle de notre ère, les tribus yéménites qui parlaient un arabe tout à fait particulier ont connu une migration vers le nord de la péninsule arabique. Elles se sont installées notamment autour du Hijaz, qui est la région de la Mecque et Médine. Donc il y a eu des migrations. Lorsque le prophète, je vais l'appeler le prophète par commodité sémantique, lorsque le prophète est arrivé, il s'est retrouvé donc dans une Arabie où les tribus yéménites qui avaient migré étaient mélangées avec des tribus autochtones, arabes autochtones, qui se sont islamisées très vite. Mais les tribus yéménites, qui n'habitaient plus au Yémen, se sont islamisées beaucoup plus lentement. Et donc, il y a une espèce de méfiance, on peut le dire comme ça, méfiance religieuse, méfiance ethnique, qui s'est installée dans la péninsule vis-à-vis de ces tribus yéménites qui avaient quitté leur zone d'origine. Et c'est très important puisque, après, toutes ces tribus ont migré avec la conquête arabe, mais il reste ce petit côté de méfiance envers les Yéménites. Les Yéménites sont-ils de bons et de vrais musulmans, puisqu'ils n'ont pas adhéré tout de suite à la prédication coranique? Donc ça, c'est le premier aspect, ce souvenir très ancien d'une adhésion tardive à l'islam. Les Yéménites, après, se convertissent, après avoir d'ailleurs hésité, puisque après la mort du prophète, les Yéménites, notamment du sud de la côte, se sont donné un autre prophète qui n'obéissait pas à l'islam. Donc c'est intéressant, tout ça c'est encore très présent. Progressivement, le Yémen, notamment le Yémen du Nord, qui n'existait pas en tant que tel à l'époque, mais qui correspond à la région actuelle, le Yémen du Nord s'est converti à un schisme tout à fait particulier, qui est le schisme zaïdite. Le zaïdisme est un schisme qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire. C'est un schisme
qui acceptent le fait que l'imam, celui qu'on appelle l'imam, c'est-à-dire le calife, le successeur du prophète, doit être issu de la lignée de Fatima et de Ali. Ça, c'est ce que disent les chiites. Mais à cela, ils ajoutent que l'imam, le calife, doit être toutefois validé par la communauté, par le consensus de la communauté. Et ça, c'est typiquement sunnite. Donc, une espèce d'entre-deux entre chiisme et sunnisme, même si leur cœur se porte plus vers les chiites. Et enfin, un dernier point très important, qui les rapproche d'une autre secte qu'on appelle le kharijisme, les zaïdites assurent que le pouvoir doit être défendu par la force. Donc, le zaïdisme, en tant que phénomène religieux, accepte l'usage de la guerre. Donc, une confession tout à fait particulière. Et le zaïdisme est extrêmement présent au Yémen du Nord. Le Yémen du Sud est sunnite, mais sunnite d'un sunnisme particulier. Il y a globalement 4 branches dans le sunnisme, et la branche dont nous avons l'habitude, nous en France, c'est la branche malikite. C'est celle de nos amis algériens, marocains et tunisiens. En revanche, au Yémen du Sud, c'est la branche du chafi'isme. Le chafi'isme n'est pas comparable au malikisme. Donc vous voyez, il y a toute une série de traditions juridiques, doctrinales, très particulières. Il n'y a pas d'unité. Et comme par hasard, à chacune de ces 2 grandes régions dont est constitué le Yémen, correspond une tradition religieuse. Là où il faut faire attention, c'est que c'est pas parce que le Yémen du Nord est plutôt zaïdite que forcément il va y avoir guerre confessionnelle. Ça, c'est une vision tout à fait occidentale. On est toujours convaincus, nous les Occidentaux, que parce que le Nord est zaïdite et le Sud est chafiite, forcément ces gens-là vont se faire la guerre. Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre grand critère qui joue de façon extrêmement importante, comme dans tout le Moyen-Orient, c'est l'identité tribale. Les tribus sont indissociables de ce qu'est le Yémen, déjà sous l'Antiquité, et lors de la prédication coranique, les tribus yéménites étaient déjà tout à fait particulières, identifiées et distinctes. Elles avaient chacune leur organisation. Au cours du Moyen-Âge, les grandes tribus yéménites ont toutes, à un moment ou à un autre, créé une dynastie qui a eu le pouvoir politique, sur le Yémen du Nord. En général, toutes ces tribus étaient zaïdites. Mais chaque tribu a eu son heure de gloire dans l'histoire du Yémen du Nord. Donc l'identité tribale joue autant, et parfois beaucoup plus, que l'identité confessionnelle. Il est clair qu'on ne peut pas avoir la paix dans ces régions-là si on ne prend pas tous ces critères en ligne de compte. Si bien que l'attachement à la tribu, l'attachement à ce qu'on appelle les shérifs. Le chalifa en arabe et chez les Yéménites, mais aussi parfois au Maroc, ce sont tous les hauts personnages de la tradition qui ont une ascendance mécoise, c'est-à-dire qui, par des liens généalogiques, remontent à l'époque du prophète, puisque, comme je vous l'ai dit, les Yéménites avaient migré déjà avant l'époque du prophète. Donc tous les hauts personnages aristocratiques qui ont une prétention invérifiable à avoir une origine mécoise du temps du prophète, je ne dis pas que ce sont des personnes saintes ou vénérées, mais en tout cas, elles ont un rôle absolument majeur dans la pacification des rapports sociaux, dans les négociations tribales. Donc, vous voyez que toute une série de critères se mélangent. Critères confessionnels, critères tribales, critères du shérif, donc de l'autorité aristocratique, et à cela s'ajoute un dernier critère, le critère nationaliste. Le nationalisme qui finalement a été créé, impulsé par la colonisation puis par la décolonisation. Finalement, nous avons, nous Européens, Anglais, surtout les Anglais dans cette région, habitué ces populations à l'idée que le Yémen du Sud, par exemple, est une réalité identitaire, ce qu'elle n'était pas avant le 19e siècle ou le 20e siècle. Donc, progressivement, se sont constituées des strates identitaires multiples. Le nationalisme, la patrie yéménite, est une réalité qui existe aujourd'hui, qui n'existait peut-être pas il y a encore 60 ans. Donc, en France, en Occident, on a
toujours tendance à simplifier les choses. C'est un problème tribal, c'est un problème professionnel. Non, en fait, tout est mélangé. Et selon les périodes, selon les phases, vous avez intérêt à jouer sur tel ou tel critère plutôt que tel autre. Par exemple, depuis finalement fin 2014 et début 2015, depuis que la milice des Houthis a lancé sa guérilla, sa révolte au Yémen, les Houthis sont zaïdites. Ils ne sont pas chiites duodécimains comme l'est l'Iran, par exemple. Or, l'Iran a trouvé tout à fait pertinent, utile, opportuniste, de déclarer la solidarité chiite. Or, les zaïdites, c'est pas du chiisme, enfin, indirectement. Et les zaïdites ont trouvé tout à fait opportuniste, là aussi, de se déclarer solidaires de l'Iran. Le tout pour avoir des armes. Avoir un soutien international, etc., etc. De la même manière, les Yéménites du Sud ou les Yéménites sunnites chafites ont trouvé qu'il était opportun de faire appel à l'Arabie Saoudite, mais qui, elle, n'est pas chafite, elle est hanbalite, et d'un certain hanbalite qui est le wahhabisme. Mais tout ce petit monde a dit, oui, finalement, nous sommes tous des sunnites, contre un seul danger, le danger chiite. Donc, quand on analyse tout ça, il faut prendre, non pas 50 km de recul, mais 500 ans de recul, pour ne pas tomber dans le piège de l'opposition chiite-sunnite, dans lequel, malheureusement, l'Irak est tombé. Alors, les Houthis, c'est un groupe à la fois identitaire, confessionnel, milicien, politique, et on peut même rajouter millénariste. Il a été fondé dans les années 60-70. Dans les années 60-70, le Yémen du Nord abandonne ce qu'on appelle l'État imama. L'imama, qu'est-ce que c'est? C'est que le Yémen du Nord a vécu à partir de la fin du Moyen-Âge et jusqu'à l'arrivée des Anglais, a vécu sous obédience de l'Empire ottoman, avec des phases de révolte où le Yémen a pu se rendre autonome, indépendant de l'Empire ottoman, mais globalement ils étaient sous pression de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a supprimé ou a tenté de lutter contre cette aristocratie zaïdite, ces tribus zaïdites qui formaient l'armature identitaire du Yémen. À partir de là, notamment au XVIe siècle, ceux qui ont voulu lutter, prendre l'ascendant dans la lutte contre l'Empire ottoman, ce sont ce qu'on appelle des imams. Dans la tradition musulmane historique, l'imam, c'est le calife, c'est pareil. Les califes omeyyades, les califes abbasides se proclament imam, puisque l'imam, c'est celui qui dirige la prière le vendredi, mais parce qu'il dirige la prière, il dirige aussi la Ummah, c'est-à-dire la communauté musulmane. Dans le chiisme, et notamment dans le zaïdisme, l'imam n'a pas simplement comme fonction de diriger la communauté, mais il a aussi comme fonction d'incarner, pourrait-on dire, l'esprit de Ali. Ali, donc le gendre du prophète, qui a été tué pour simplifier, par les sunnites, et l'esprit, l'âme de Ali est véhiculée dans toute la généalogie des imams issus de Ali et de Fatima. Et donc, au Yémen, à partir du XVIe siècle, fort de cette lutte contre l'Empire ottoman, on a constitué des États imama, c'est-à-dire un État dirigé par un imam, c'est-à-dire par un calife, qui était issu de la lignée de Ali et de Fatima, et qui aurait pu d'ailleurs être reconnu par d'autres chiites. Mais en général, il n'était reconnu que par les zaïdites. Pourquoi tout ça est important? Parce que l'État imama a été supprimé en 67. Il n'y a donc plus d'imam, de calife qui représente, qui incarne l'esprit de Ali. Néanmoins, cet idéal s'est maintenu. C'est-à-dire
même si l'imam n'a plus le pouvoir, il y a toujours des familles d'imams. Il y a toujours des familles dont les arrière-arrière-grands-parents ont été imams à un moment ou à un autre dans l'histoire du Yémen. Et donc ces personnages de grande envergure, de piété, de grande envergure religieuse sont toujours vénérés par la population zaïdite. J'en viens aussi. Que vient-il faire là-dedans? Lorsque l'État imama a été supprimé, notamment par l'ancien président Saleh, les groupes traditionnels ont voulu conserver quand même une partie des traditions qui s'étaient nouées autour du zaïdisme, autour de l'aristocratie, autour des clans, des tribus et autour des familles d'imams. Et pour garder les traditions, ils ont fondé la milice des Roussis, qui avait pour but de transmettre la défense de l'imama, même s'il n'y avait plus d'État imama. Ce qui est très important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'imama zaïdite accepte le recours à la violence. Et dans les Roussis, il y a un côté milicien qui est très fort, on s'entraîne. Il y a un entraînement de type paramilitaire, on a un sabre ou un petit couteau en bandoulière, etc., etc. Donc il y a une culture, pas forcément une culture de la guerre, mais une certaine culture de l'usage de la violence, au moins dans les épopées qu'on se raconte autour des grandes familles aristocratiques. Donc la milice aussi est créée pour conserver, maintenir, faire vivre une tradition qui n'est pas que confessionnelle. Le problème, c'est que cette milice, notamment avec le président Saleh, a été mal perçue. Le président Saleh était issu du Yémen du Nord. Mais à partir du moment où les deux Yémens se réunissent, Saleh devient président des deux Yémens. Et comme c'est un homme politique très fin, malgré son côté dictatorial qui règne, Saleh a compris que s'il ne se détachait pas de sa base zaïdite, dont il est originaire, il perdrait le pouvoir, ou il n'aurait pas la légitimité de contrôler tout le pays. Donc, il prend ses distances très vite avec la milice Rossi pour faire croire, entre guillemets, qu'il peut gouverner tout le pays, zaïdite, chafilite, etc., etc. Il a très bien joué. Sauf que voilà, la milice zaïdite ne l'a pas entendu de cette oreille. Et elle s'est, notamment politiquement, retournée contre lui en ranimant le souvenir de l'État imama. Qu'est-ce qui va troubler la situation? C'est le 11 septembre. 11 septembre 2001, les Américains savent très bien que Oussama Ben Laden, certes, était saoudien, mais sa famille est yéménite. Donc, était yéménite du sud du Yémen, donc de la partie sunnite. Donc, dans leur alliance avec l'Arabie Saoudite, alliance opportuniste, alliance bon gré mal gré, parce qu'on savait très bien que l'Arabie Saoudite a parfois joué un jeu ambigu avec les mouvements salafistes, les Américains, à partir de 2001, imposent dans le Yémen une surveillance extrêmement stricte, notamment dans la partie sud, dans la partie sunnite. Les Américains se désintéressaient de la partie nord, qui était jugée chiite. On l'a surveillée de loin pour éviter des liens trop forts avec l'Iran, pays avec lequel à cette époque-là il n'y avait pas d'accord de paix. Et l'objectif des Américains, c'était surtout de contrôler la partie sud, où potentiellement les candidats à Al-Qaïda se trouvaient. Donc, surveillance, force spéciale, Saleh accepte de jouer le jeu de la guerre contre le terrorisme avec les Américains, et là, progressivement, l'exaspération dans la partie sud monte. La population, même chafite, a commencé à être attirée par les mouvements extrémistes, qui pourtant en général sont hanbalites. Ce qui prouve que même dans les mouvements islamistes, il y a une multitude de passerelles possibles. Et que le critère unique confessionnel est insuffisant. Il est fondamental, mais il est insuffisant. Donc, une partie de la population chafite du Sud a commencé à accepter le rigorisme proposé par Al-Qaïda. Et Al-Qaïda a fondé une filiale pour le Yémen qui s'appelle Al-Qaïda Aqba, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Aqba a essayé de s'installer en Arabie Saoudite, ils n'ont pas réussi.
ACPA était essentiellement fait pour le Yémen. Et malheureusement, on a vu des pans entiers du Yémen, notamment dans la partie sud, finalement gouvernés de facto, non pas par le gouvernement sunnite, officiel, mais par des groupes proches de l'État islamique. Et c'est là où, malheureusement, Barack Obama a utilisé la technique du drone, on peut le dire comme ça, de l'assassinat ciblé. Donc, on pense qu'il y a eu à peu près 5 à 700 assassinats ciblés par des drones américains qui visaient la zone contrôlée par ACPA. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il ? Saleh voit que le contrôle du pays commence à lui échapper, puisque les Américains sont omniprésents, les sunnites du pays commencent à lui reprocher de faire venir des infidèles, et à ce moment-là, Saleh décide de se retourner et de soutenir sa base d'origine, qui était les Zaïdites, et notamment il commence à soutenir les Houthis. Et c'est là où arrive le printemps arabe. On est en 2010-2011, le printemps arabe commence à faire des petits dans toute la région, et à partir de 2011, la population yéménite, essentiellement sunnite, mais même aussi parfois les Zaïdites du Nord, commence à manifester contre le président Saleh, au-delà du problème confessionnel. Parce que dictature, parce que pouvoir autoritaire, parce qu'il contrôle avec certaines tribus et pas avec toutes les tribus, etc., etc. Et donc là, il est finalement conduit à quitter le pouvoir. Il est conduit à quitter le pouvoir et s'installe à sa place, non pas un Yéménite du Nord, Zaïdite pour faire simple, mais un Yéménite du Sud. Donc, si vous mettez à la place des Yéménites de la région de Sanaa, c'est-à-dire Zaïdites, l'exaspération explose. Exaspération explose, puisqu'ils perdent la réalité du pouvoir, ils perdent le contrôle du pouvoir. Et à ce moment-là, les Houthis se mettent sur le pied de guerre, et les sunnites de la partie sud, qui ont récupéré le pouvoir, perdu aussi une partie de leur territoire sous le contrôle d'ACPA. Donc vous voyez, du coup, on se retrouve avec un Yémen de facto partagé en 3 zones. Le problème, c'est toujours la même chose, et on le voit en Syrie, on le voit en Irak. Vous avez des populations zaïdites qu'on peut appeler quiétistes au sens où c'est la prière et les éléments purement cultuels qui l'emportent chez eux. Et vous avez des éléments aussi, effectivement, comme vous dites, beaucoup plus intéressés par un projet, on pourrait dire révolutionnaire, millénariste, bref. Mais à partir du moment, alors évidemment il y a des passerelles entre les deux, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes tribus, etc. Mais à partir du moment où le premier bombardement saoudien touche un quartier, et que vous avez des enfants des deux bords qui meurent, immédiatement il y a fusion des deux. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Irak, c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie. Des gens qui n'avaient, je pense à la province d'Al-Anbar en Irak, des gens qui n'avaient aucune attirance particulière pour le projet de Daesh, qui en un mois se retrouvent djihadistes de Daesh. Parce que le cousin a été tué, parce que ma petite sœur a été tuée, etc. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le Yémen. Les premiers combats ont tout de suite fait des morts. Les sunnites salafisés voient dans les Houthis l'ennemi chiite par excellence. Ils se retrouvent donc en communion d'intérêts avec les wahhabites saoudiens. Et de la même façon, les zaïdites purement quiétistes se retrouvent en sympathie de projet avec les Houthis. Et c'est là le grand malheur du Moyen-Orient, c'est le premier sang versé et souvent le premier qui clôt, qui phagocyte, qui crée des identifications irréductibles, alors que ça n'était pas le cas quelques mois plus tôt. Alors, d'abord, Tempête de fermeté répond à une inquiétude. Il n'y a pas de stratégie à long terme dans cette opération. Il y a d'abord une inquiétude. C'est l'inquiétude saoudienne vis-à-vis d'un Yémen qui pourrait basculer
dans le giron des chiites houssis. Cette inquiétude reflète le danger, le sentiment de danger qu'éprouvent les Saoudiens à l'égard de l'Iran, et non pas de Daesh. Vis-à-vis de l'Iran, de l'Iran, l'Arabie Saoudite, c'est le danger majeur. Quand vous regardez les médias saoudiens, on parle évidemment de Daesh, mais le danger, c'est l'Iran. Et tout ce qui peut, de près ou de loin, être associé à l'Iran, même à travers le chiisme, est considéré potentiellement comme dangereux. L'Arabie Saoudite, dans le sud de l'Arabie Saoudite, en frontière avec le Yémen, contrôle toute une série de zones chiites, zaïdites. Et donc il y a eu une peur en Arabie Saoudite que les Houthis prennent le pouvoir non seulement dans toute la moitié ouest du Yémen, mais aussi dans la partie nord, et jusqu'à, pourquoi pas, l'Arabie Saoudite. Je pense que stratégiquement, ça n'est pas le but des Houthis, c'est à peu près sûr. Mais il y a cette peur, une espèce d'alliance Iran chiite, Houthi zaïdite et Syrie alaouite de Bachar el-Assad, avec le Hezbollah au Liban. Et cette espèce d'alliance opportuniste, qualifiée un peu rapidement de chiite, serait une menace encerclant l'Arabie Saoudite. Donc pour éviter cet encerclement, les Saoudiens, depuis déjà de nombreuses années, jouent sur une corde sensible, un peu dangereuse, disant les chiites sont de toute façon des gens dangereux. Les chiites sont des gens révolutionnaires. Regardez ce qui s'est passé en Iran en 79, regardez les Haïdis, de toute façon c'est des révolutionnaires, ce qui n'est pas complètement faux sur la théologie, mais ça n'est que de la théologie. Et donc, en fait, les Saoudiens ont habitué l'Europe à cette idée que chiite égale violent. Il est vrai aussi que la révolution iranienne de 79 nous y a habitués aussi pour des raisons souvent légitimes. Donc, d'ailleurs, quand vous faites des sondages d'opinion chez les gens qui connaissent un peu ces différences, chiisme égale terrorisme. En France notamment. Donc, il est clair que l'Arabie Saoudite a joué sur une corde, mais aussi, elle a joué sur une corde religieuse, alors que les objectifs sont d'abord des objectifs de puissance politique. L'Arabie Saoudite joue un rôle de puissance politique, de même que l'Iran, certes, chiite, mais elle joue sur le schisme quand ça l'arrange. Donc tous ces pays-là jouent d'abord un rôle de puissance, de même que l'Europe, les États-Unis jouent un rôle de puissance. Alors ce qui est sûr, vous avez tout à fait raison, c'est que les premiers morts étant tombés dans les différents groupes qui se partagent le Yémen, la radicalisation est en cours. C'est-à-dire les mois passant, le retour en arrière ou le retour à un statu quo va devenir de plus en plus impossible. Ça c'est un énorme problème. Nous n'avons, côté occidentaux, pas assez pris la mesure de la complexité de la situation et on a trop vite dit quel était le bon camp et quel était le mauvais camp. Or, les choses sont quand même beaucoup plus complexes. Alors, ce qui peut éventuellement nous sauver, donc sauver la paix, si je puis dire, c'est la négociation tribale. La négociation religieuse, elle est en cours de ne plus être possible. En revanche, les autorités aristocratiques, les autorités tribales ont encore un poids de négociation entre elles sur lequel il va falloir jouer. Mais a-t-on la volonté de le faire? A-t-on les capacités de le faire, etc. Donc, mais c'est vrai que les prochains mois vont être compliqués. Le vrai problème, c'est, comme vous l'avez tout à fait bien dit, la concurrence possible entre ACPA et l'État islamique. Il est clair que l'État islamique n'a pas les moyens stratégiques et matériels de s'implanter au Yémen et de créer une espèce de colonne, d'un axe cohérent entre sa zone de Syrie et Irak et le Yémen. Néanmoins, elle peut susciter des radicalisations dans les groupes existants qui se sont pour le moment affiliés à ACPA. Dans quelques semaines, quelques mois, on peut voir des groupes d'ACPA basculer dans l'État islamique. Ça serait un problème majeur parce que eux ont une haine absolue
des haïdites, mais aussi des chafiites, sunnites. Donc là, la situation serait calamiteuse. Oui, c'est tout à fait étonnant, puisque après avoir longtemps soutenu Salaire, après ils ont accepté que les Houthis fassent le travail contre Aqaba, et quand ils ont vu que les Houthis n'étaient pas forcément manipulables, ils sont à nouveau retournés soutenant l'Arabie Saoudite, qui elle-même soutenait, au moins officieusement, au moins par le salafisme, ce qui est devenu les groupes salafis. Donc effectivement, on a l'impression d'un retournement très étonnant. Alors ce retournement très étonnant, comment il est perçu d'abord là-bas? Il est perçu comme un plan de grande ampleur, contrôlé par les États-Unis, pour mettre la main sur le Moyen-Orient. Dès qu'on parle de retournement américain, dès qu'on parle de la politique américaine, dans ces pays-là, il y a un plan, il y a un complot qui est organisé par les Américains et évidemment par les Juifs. Les Juifs étant de toute façon à la tête d'Israël, mais aussi à la tête des États-Unis. Ça, c'est ce qu'on lit en permanence. Et c'est ce qu'on lit en permanence, non pas simplement dans des tweets, mais qu'on lit dans des revues et dans la presse saoudienne, la presse irakienne, on le lit tout le temps. Donc, les Américains ont un plan secret, et c'est pour ça qu'ils se retournent en permanence. Pour nous, salafistes, nous, yéménites, nous perdre. En réalité, quand on discute avec les gens au Moyen-Orient, on essaie de leur dire, mais non, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de complot. Les Américains sont dans une politique à courte vue, à 2-3 ans, pas plus. Et en fait, depuis l'apparition de l'État islamique, leur stratégie, elle est même plus à 3 ans, elle est à 6 mois. En fait, il y a un rétrécissement de la prospective américaine qui est absolument dramatique. Donc, il n'y a aucun plan, il n'y a aucun complot. Mais c'est assez, entre guillemets, drôle. Les gens ne veulent pas le croire. Non, les Américains sont plus intelligents que vous le dites. Il y a un complot. Ah non. En fait, tout le monde est perdu. Et la France, la première. Tout le monde est perdu parce que, certes, on le voit là depuis quelques minutes ensemble, on voit que c'est des situations très compliquées. Tirer les fils de compréhension de cette région-là, bien sûr que c'est compliqué. Mais plus personne n'a de vue à long terme, parce qu'on ne sait pas qui est notre ami, on ne sait pas qui est notre allié, on ne sait pas qui est l'ennemi. Alors certes, Daesh est un ennemi, ça on l'a bien identifié, mais on ne sait pas avec qui s'allie contre lui. Donc tout le monde est perdu. Et tout le monde a quelque chose à perdre. Les Iraniens viennent de gagner une manche avec l'accord nucléaire. Les Saoudiens ont perdu cette manche. Les Turcs, au début, avaient gagné une manche, mais là, ils commencent à en perdre parce que eux-mêmes commencent à être attaqués par Daesh. Donc, tout le monde est sur la corde raide. Et personne n'a de vue à long terme. La paix en 3 leçons. D'abord, il y a un volet militaire, en tout cas concernant Daesh, on ne pourra pas l'éviter. Le volet militaire, face à une organisation d'une telle violence, on ne peut pas l'éviter. Mais le volet militaire ne sera possible, efficace, qu'avec une négociation et des promesses de redistribution des richesses envers toutes les tribus qui ont été lâchées et marginalisées depuis 5 ans. Donc, il faudra très certainement jouer sur cette fibre-là, la fibre tribale, même si elle n'était pas inéluctable. Elle l'est devenue, je crois, malheureusement. Il faut impérativement garder la fiction de l'État syrien et de l'État irakien. On sait bien qu'aujourd'hui, ces 2 États n'existent quasiment plus. Mais si on acceptait officiellement leur ruine, ce serait le début d'une partition majeure dans tout le Moyen-Orient, qui est déjà quand même bien commencé, et d'une officialisation de ce fractionnement. Et là, c'est la balkanisation pour 30 ans. Donc il faut tenir mordicus sur l'idée que la Syrie existe,
Et l'Irak existe. Et puis, accepter que des pays avec lesquels on a eu des difficultés, qu'ils aient une place. L'Iran, la Turquie, il est évident qu'on va devoir leur faire une place pour avoir la paix. Et enfin, ça c'est ce sur quoi on est le moins habitué nous en Europe, il faudra nécessairement faire des amnisties. Comme au Rwanda, l'un des rares axes, comme aussi en Algérie, on a pu faire la paix, fragile, mais on a pu la faire quand même, par des amnisties. Et donc, il faut se préparer dans les années qui viennent à ce que des gens qui ont travaillé, qui ont combattu pour Daesh, peut-être, soient amnistiés après quelques années de prison seulement. Tout le monde a eu à un moment ou un autre une Kalachnikov dans la main. Enfin,